Bonjour, bienvenue dans Harmony Inside, le podcast qui vous présente des entreprises qui se différencient fortement et qui se développent de manière merveilleuse et notamment grâce à une culture d'entreprise puissante et incarnée, authentique. Je suis Patrick Vigneault et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Harold Boël de Sofina. Alors qui est Sofina ? Sofina est un investisseur belge qui gère à peu près 10 milliards d'investissements, 10 milliards d'actifs et dont la stratégie d'investissement est très différente des fonds d'investissement classiques. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble aujourd'hui. Bonjour Harold. Bonjour Patrick. Bon, c'est un plaisir vraiment de vous avoir avec moi aujourd'hui. Nous avons été mis en relation par Edouard Kopman, qui est l'un des membres de votre équipe. Et lorsque Edouard m'a parlé de Sofina, j'ai été véritablement bluffé par votre stratégie d'investissement et votre positionnement très, très singulier. Alors, est-ce que vous pouvez, Harold, vous présenter et présenter Sofina ? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Harold Boël, j'ai 57 ans, je suis ingénieur de formation. Je suis depuis 2008 à la Sofina. La Sofina est, comme Patrick l'a expliqué, une holding d'investissement contrôlée par ma famille, et je suis un membre de la 5e génération de cette famille. Peut-être un mot sur ma famille, qui trouve ses origines dans le 19e siècle en Belgique, dans la sidérurgie, dont nous sommes sortis il y a maintenant presque 30 ans. Et la Sofina est devenue le métier principal de la famille. Donc notre famille a changé de métier de l'industriel vers l'investissement. Et l'investissement est compris comme véritablement un métier avec une véritable continuité entre les valeurs de la famille et la manière dont nous exerçons notre métier d'investisseur. Et qui nous occupe ici à Bruxelles avec une équipe de 68 personnes, 10 milliards d'actifs comme on vient de le dire, et ces 10 milliards d'actifs sont répartis sur 3 grandes poches d'investissement qui suivent grosso modo le cycle de développement des sociétés. Donc là, il y a une poche qui se concentre sur les sociétés naissantes. Et ça, c'est principalement via des fonds, donc des fonds actifs dans le capital à risque, le capital de croissance de début. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une partie du métier que, en quelque sorte, nous sous-traitons. Nous gérons un fonds de fonds captifs avec des gestionnaires, beaucoup aux États-Unis, en Asie et puis en Europe, et qui sont les investissements dans les premiers stades de la société. Et nous avons des partenariats avec des gens comme Sequoia, un partenariat de 30 ans, avec des gens comme TA Associates. Et là, c'est encore plus long, c'est depuis presque 40 ans que nous sommes investisseurs chez eux. Plus récent avec General Atlantic, par exemple. La deuxième partie, c'est vraiment le capital de croissance, et ça, c'est un métier que certains de nos fonds que nous avons dans le portefeuille exécutent, mais aussi quelque chose que nous faisons en direct. Donc, nous investissons dans des sociétés en forte croissance, de nouveau à travers le globe, avec peut-être un focus plus spécifique sur l'Asie et plus récemment en Europe. Et puis le dernier stade, c'est celui des sociétés, je dirais, mûres, des sociétés qui ont une position sur le marché, où là nous investissons à côté de partenaires, le plus souvent, et c'est un peu un de nos critères d'investissement, impliqués dans la gestion, donc très souvent des sociétés entrepreneuriales, encore gérées par les entrepreneurs qui les ont fondées, ou par des familles. Et à titre d'exemple, nous sommes investisseurs dans une société de distribution alimentaire qui s'appelle Colruyt en Belgique, et nous sommes là présents depuis 40 ans. Alors plus récemment, nous avons investi à côté de la famille Mérieux dans BioMérieux et d'autres actifs de l'Institut depuis une grosse dizaine d'années. Donc voici un peu dans les grandes lignes la Sofina et ses principaux investissements. Alors il y a quelque chose qui vous caractérise, qui m'a impressionné, c'est une stratégie d'investissement plutôt long terme. Je crois que votre objectif, c'est d'être l'actionnaire de référence quelquefois à long terme. Vous citez Colruyt, qui était, je crois, un très bon exemple. Je crois que vous êtes investisseur depuis très longtemps dans cette société. Nous sommes investisseurs depuis 1975. Dans cette 1975 pour nos auditeurs français, dans cette société, et c'était à l'époque un petit distributeur qui avait eu l'idée d'abord d'informatiser
toute la partie distribution elle-même dans l'activité dans les magasins. Donc vous preniez un produit et vous preniez aussi la carte perforée. Et à la sortie, le traitement de la carte perforée en temps réel éditait la facture et ventilait le stock. Alors, ça nous semble aujourd'hui, à l'époque où tout ça se passe par des barcodes, quelque chose de tout à fait évident. Il faut se rappeler, on était en 1975, donc une idée assez forte. Et Colruyt est passé du challenger au en fait le principal acteur dans la distribution alimentaire en Belgique, avec un long partenariat avec la famille Colruyt. Jeff Colruyt, qui était le fondateur de la société, quand il a pris sa retraite, a dit bon, si j'ai réussi, c'est grâce à mes collaborateurs, mais si je n'ai pas échoué, c'est grâce à la Sofina. On a été à côté de lui dans des moments difficiles. Dans une vie d'entreprise, il y a toujours des moments difficiles, et en tant qu'actionnaire de soutien, avec une vue de l'intérêt social de l'entreprise, eh bien voilà, d'être à côté, de prêter main forte, de temps en temps participer financièrement à soutien de l'entreprise, fait partie des choses que l'on fait avec plaisir, parce qu'à long terme, c'est effectivement une idée très très puissante, et la société a été un très grand succès. Donc l'investissement à long terme, c'est évidemment pour bénéficier des moments favorables, mais aussi d'être actionnaire aux côtés des dirigeants, même dans les moments difficiles, et même de continuer à investir. Je crois que c'est un peu ça, et c'est un peu ce que reflète votre slogan. Je crois que votre slogan, c'est Purpose and Patience. Alors c'est rare d'avoir ce mot patience dans le slogan d'un investisseur. Donc c'est vraiment quelque chose de très ancré chez vous, cet investissement dans la durée. Absolument. La patience, c'est de reconnaître que la valeur durable ne se crée pas en 2 ou 3 opérations spectaculaires. La valeur durable, et je pense que c'est notre passé d'industriel là qui revient assez fort, c'est de se dire que c'est de faire tous les jours un peu mieux que ce qu'on avait fait la veille, c'est d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des accidents, et de véritablement construire des business, construire des affaires qui s'adaptent à leur marché, qui répondent aux challenges, etc. Et si vous le faites avec vraiment avec la notion de purpose, de dire voilà, tous les jours je dois faire des choses pour améliorer la situation, et si vous avez la patience d'attendre, à la fin de la journée, vous allez créer de la valeur sur la valeur, et non seulement vous allez créer de la valeur, vous allez créer de la valeur de manière durable sur le long terme. Donc c'est vraiment cette notion, les deux sont combinés. C'est la patience, mais dans un purpose particulier. Donc les deux mots sont associés, si j'entends bien. Les deux mots sont associés, et on aime beaucoup le mot purpose en anglais, parce qu'en anglais il a un double sens. Il a à la fois le sens du but, de l'endroit où il faut l'atteindre, mais aussi le sens de ce qui donne du sens, donc vraiment fondamentalement la raison d'être. Et on aime bien cette dualité de sens. Et pour nous, la raison d'être en tant qu'investisseur, quand nous sommes investis dans une société, c'est d'aider la société à se développer. Donc nos représentants dans les conseils des sociétés où nous investissons, et la plupart du temps nous y sommes représentants, ont une mission, c'est de participer comme administrateur professionnel à la prise de décision des choses qui échouent au conseil pour décider, mais de le faire avec un esprit qu'est-ce qui est bon pour la société, qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt social de la société, et de mettre au deuxième plan toute considération de ce que l'actionnaire lui-même en pense. Nos administrateurs sont là pour la société avant toute chose, et d'ailleurs sont formés pour ce faire. D'accord, donc l'intérêt social de la société et de l'ensemble des parties prenantes liées à la société est supérieur à l'intérêt de l'investisseur particulier que vous êtes. En fait, c'est ça l'idée. Il y a une hiérarchie très claire dans les instructions qui sont données lorsque vous êtes administrateur. Exactement. Et ça veut dire, par exemple, dans le cas d'une société en croissance, il peut toujours avoir une certaine tension entre des décisions de réinvestir pour prendre un nouveau marché, pour développer une nouvelle verticale, et le fait que certains actionnaires pourraient se dire oui, mais si on fait ça, ça veut dire qu'on a encore 24 à 36 mois de travail avant de pouvoir considérer que de faire un exit. Nous faisons abstraction de ces considérations-là. Nous disons s'il y a une opportunité à prendre qui crée de la valeur, nous allons pousser pour une décision dans ce sens-là, et notre exit, si exit, viendra quand il vient. Et ça, c'est l'avantage d'être une société dans ce cas de figure-là, cotée en bourse, avec un capital permanent, c'est que nous avons
aucune clause de rendez-vous de devoir rendre de l'argent à nos actionnaires. Nous avons une politique de dividendes qui donne une certaine liquidité à nos investisseurs, mais fondamentalement, nous disposons d'un capital permanent. Donc là, c'est quelque part là, cet ADN familial dont vous parliez tout à l'heure, et il est là. C'est vraiment aussi, on ressent cet investissement dans la durée. Et puis je crois que l'importance que vous accordez aussi à la relation personnelle, à la relation interpersonnelle, c'est quelque chose sur lequel je crois que vous êtes extrêmement vigilant avec les dirigeants, j'imagine. Je parlais. Oui, tout à fait. Et c'est très important parce que nous sommes actionnaires minoritaires. Donc le mécanisme de création de valeur, c'est vraiment la croissance des sociétés dans lesquelles on investit. Mais ça veut dire qu'en tant qu'actionnaire minoritaire, il faut que la relation avec ceux qui décident, avec ceux alors dans le cadre d'une société qui aura un actionnaire majoritaire, donc avec le majoritaire. Dans les autres, si un actionnariat dispersé, c'est les relations avec les acteurs importants autour de la table. Celle-là on doit être sûr que ces gens-là sont des gens avec lesquels on va s'entendre, et ça veut dire dont les valeurs sont alignées avec les nôtres. Et ça, dans nos phases de diligence, c'est quelque chose d'assez important. Nous pensons que nous pouvons ajouter de la valeur en étant présents comme investisseurs, en étant présents au conseil. Mais il faut bien sûr que le reste des intervenants soient prêts à nous donner de la place, nous donner de l'influence pour que nous puissions le faire. Et ça veut aussi dire que donc il faut que ces relations personnelles passent bien. C'est quelque chose qui est très important. Et l'autre chose qui est importante, oui. Ouais, non, mais cet alignement est donc vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que vous êtes vigilant et vous vérifiez l'alignement entre vos valeurs, les valeurs de Sofina et les valeurs de dirigeants, pour pouvoir vous assurer que bien sûr il y aura une confiance spontanée, mais je crois aussi de pouvoir gérer, on en parlait lorsqu'on préparait ensemble cette interview, de pouvoir gérer des moments difficiles, parce que sur une durée longue, il y a forcément des moments difficiles, je crois, et est-ce que cet alignement vous permet de passer ces moments difficiles, de se dire les choses, de quelquefois lorsqu'on n'est pas d'accord, mais de conserver quand même cette confiance? Oui, tout à fait. Il y a une expression, il faut s'assurer que les tartines de tout le monde soient beurrées dans le même sens. Et donc, il faut vraiment qu'on sente qu'il y a un alignement sur ce que nous voulons, de sortir de l'investissement. Et donc ça, c'est dans la phase de diligence. J'ai comme exemple une société dans laquelle nous étions investis, qui a fait face à un très très gros projet qui était un M&A assez agressif sur un de leurs concurrents. Et on a eu avec l'actionnaire principal des grosses discussions parce qu'on n'était pas tout à fait alignés sur la direction à prendre. Mais c'était des discussions qui se sont passées dans un très très bon esprit et on a trouvé des bonnes solutions parce que l'un comme l'autre, nous savions que nous voulions exactement la même chose et que nos intérêts, in fine, étaient les mêmes. Et ça, c'est important de pouvoir avoir ces discussions difficiles parce que l'exemple que je cite est un moment tendu. Quand il y a une société où il y a un management qui ne fonctionne pas très bien ou un management qui arrive en bout de course et qu'il faut remplacer, tout ça sont des moments difficiles pour un conseil d'administration. Mais le fait de savoir que toutes les parties prenantes à la discussion n'ont pas d'autre agenda que la réussite de la société et son intérêt social, ça aide énormément que ces discussions difficiles se passent dans le meilleur esprit possible pour trouver la meilleure solution pour l'ensemble des parties prenantes. Donc effectivement de la confiance, des valeurs communes, un intérêt social qui est clair, tout le monde rame dans le même sens qu'est l'intérêt social de la société, c'est la clé pour passer ces moments difficiles et pouvoir parler des choses qui fâchent, mais de manière professionnelle dans l'intérêt de la société. Et alors ce qu'on ressent dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même une manière de faire, une manière d'investir à la Sofina qui est un peu différente, qui est vraiment qui est liée à ces valeurs, je dirais, familiales. Donc c'est ça qui est assez remarquable. Donc est-ce que la famille que vous représentez quelque part est sensible à cette façon de faire, à cette manière de faire particulière? Oui, en plus encore, elle est non seulement sensible, elle est exigeante. Pour la famille, l'investissement est un métier. La manière de le faire, dès lors, est très importante. Et ils ont une attente, je dirais une attente émotionnelle. Les membres de la famille me disent il faut que la manière dont vous investissiez, la manière dont la Sofina se déploie, nous rende fiers d'être actionnaires. Ça fait partie de la création de l'attachement de la famille, de l'attachement de l'actionnaire autour de son actif principal.
D'accord, donc on est non seulement là, bien sûr, pour créer de la valeur, pour gérer un patrimoine Bien familial, sûr. donc il y a quand même une notion de protection du patrimoine, mais il y a une façon de le faire. Et puis aussi, il y a quelque chose d'assez remarquable que vraiment qui m'a stupéfait, c'est cette capacité aussi à prendre des risques, puisque vous avez été très tôt aux États-Unis, vous en parliez tout à l'heure. Je crois dès les années 70, fin des années 70, vous avez commencé à investir dans des fonds américains, puis est venue l'Asie, je crois, en 2008. Donc voilà, donc c'est aussi quelque part avoir le courage de savoir saisir des opportunités, de savoir oser. Voilà, donc comment gérer à la fois cette protection familiale et cette prise de risque en fait. Donc la diversification est une première réponse. Si vous regardez si vous regardez le portefeuille là où il est maintenant, donc avec à peu près 40% de nos actifs en Europe et puis un peu moins de 30% aux États-Unis et en Asie. Si je compare ça à il y a 15 ans où c'était 70% en Europe, 20 aux États-Unis et le reste en Asie et le reste du monde, c'est une énorme évolution et qu'on se dit de faire le pas, c'est de prendre des énormes risques. Et c'est vrai, mais c'est de faire le pas en une fois qui est très risqué. Et c'est là où la notion de patience revient. Quand vous êtes capable, alors ça c'est l'avantage d'avoir un actionnariat familial, donc d'avoir une stabilité actionnariale derrière vous, de concevoir des plans sur la durée et de faire les choses petit à petit, chaque jour, en fait, chaque jour un peu plus. Et je crois que l'exemple du développement de notre présence en Asie en est un bon. Nous avons commencé vers 2005 en souscrivant à des fonds de private equity dans du capital de croissance en Inde pour commencer à apprendre. Et c'était des petits, vraiment des micros engagements à l'échelle du portefeuille, mais ce qui nous donnait l'occasion d'aller en Inde plusieurs fois par an, de discuter avec les gens, d'apprendre de nos erreurs. Il y a eu quand même quelques plâtres à essuyer. Et puis l'appétit venant en mangeant, eh bien d'en rajouter. Et pour faire alors un virage un peu plus important vers 2013, de se dire de développer ce style qui est le style de l'investissement de croissance, donc d'investir à côté de fonds qu'on connaît, soit parce qu'on est investisseur, soit parce qu'ils sont très réputés, dans des actifs en hyper-croissance. Et notre premier investissement était un investissement dans Flipkart, qui est le premier distributeur e-commerce en Inde, qui a très bien réussi et qui nous a donné envie de continuer dans cette voie. Et alors, on a dit, pour accélérer le deal flow là-dedans, en fait, on va avoir des personnes de la Sofina présentes en Asie pour déjà gérer la petite empreinte que nous avions. Nous avons ouvert un bureau à Singapour, nous avons envoyé une personne en 2014. Eh bien, petit à petit, ça a grandi et maintenant, il y a quand même 12 personnes dans ce bureau et à peu près 30% de nos actifs qui sont en Asie, entre l'Inde, la Chine, le sud-est asiatique, et répartis sur un portefeuille de fonds locaux et un assez grand portefeuille de participation dans des sociétés de croissance à travers toute la région. Et donc, quand on compare la situation il y a 15 ans à la situation d'aujourd'hui, on dit waouh, ça c'est un énorme pas que vous avez fait. Mais en fait, c'est pas un pas, c'est une multitude de pas que l'on a fait les uns derrière les autres, avec quand même le but final assez clair, d'avoir une grosse partie du portefeuille présente en Asie, mais avec la patience de le faire un pas à la fois, ce qui permet aussi de gérer le risque, parce que ça veut dire que si vous faites un petit pas dans un sens et qu'il s'avère que c'était vraiment pas une bonne idée, de faire marche arrière n'est pas très compliqué. Quand on fait des grandes enjambées, c'est un peu plus difficile. Oui, et puis vous avez vécu par l'intermédiaire des fonds américains et par l'intermédiaire de votre présence en Asie des formidables aventures. Vous parlez de Flipkart, mais je crois aussi qu'il y a Baiju, je crois, qui est dans l'éducation, qui est un de vos secteurs privilégiés. Je crois que vous avez investi dans 4 secteurs, voilà, dont l'éducation. Et Baiju qui a connu un parcours incroyable. C'est une société dans l'éducation en Inde, je crois, c'est ça? Oui, c'est une société dans l'EdTech indien. C'est un modèle fondamentalement assez simple. C'est de vendre un abonnement à des cours en ligne qui sont accessibles donc via Internet. Et c'est un abonnement. Donc on paye annuellement et on a droit à ces cours qui viennent en plus. Il faut se rendre compte qu'en Asie en général et en Inde en particulier, la disponibilité, la propensité des familles
à dépenser pour l'éducation de leurs enfants est beaucoup plus élevé qu'en Europe, et qu'il y a une valeur, la valeur de l'éducation est comme moteur de l'ascension sociale et comme moteur vraiment de valeur personnelle est extrêmement élevée. Et donc c'est un produit qui s'adresse à, je dirais, la classe moyenne indienne. Alors, il faut savoir, la classe moyenne indienne de nos jours, ça se compte en centaines de millions de personnes. Et c'est l'illustration de l'intérêt de ces pays où on a un très très bon produit. Et Baiju lui-même, donc le fondateur de la société, est un pédagogue hors pair. Quelqu'un qui, quand il explique des choses, on est accroché à ses lèvres. Il explique de manière extrêmement simple, extrêmement claire. Et donc vraiment, le produit lui-même marche très très bien. Et derrière, il y a une société qui est admirablement gérée, qui est une force commerciale de pouvoir vendre le produit à tous les utilisateurs. Et il s'est avéré aussi que comme gestionnaire et comme, disons, vision stratégique, puisque Baiju de nos jours grandit aussi beaucoup par acquisition, de constitution d'un portefeuille d'activités, sa société est très bien gérée aussi. Quand votre marché adressable se compte en centaines de millions de personnes et que vous avez un bon produit qui marche bien et que toutes les planètes sont alignées, en termes de création de valeur, le ciel est la limite. Et Baiju a été un très très grand succès. Par exemple, si vous donnez des chiffres, ça donne quoi? Par exemple, si c'est pas indiscret, entre grosso modo, l'échelle d'investissement entre le départ et aujourd'hui, c'est quoi comme multiple dans ces pays qui sont énormes? Écoutez, les derniers tours de financement de Baiju ont lieu. Donc la société est toujours privée, donc c'est une valeur qui est une valeur privée, mais enfin bon, elle est rentrée, elle est dans le domaine public. Se sont passés aux environs de 15 milliards de dollars, et les premiers investissements faits il y a 5 ans d'ici étaient en dessous du milliard. Donc ça vous donne une échelle. Alors il y a eu pas mal de dilution, donc il faut pour les actionnaires historiques, il y a eu de la dilution à chaque fois que ces tours de financement ont eu lieu, mais pour les actionnaires historiques, effectivement, ça a été un gigantesque succès. Alors, on en est très très heureux, on reste lucide. J'ai dit, la condition pour arriver à ce genre de succès, c'est que toutes les planètes doivent être alignées sur tous les éléments. Ça n'arrive pas toujours, ça. Mais c'est un bon exemple de pourquoi ça vaut la peine de prendre du risque, et c'est aussi un bon exemple de l'intérêt de l'investissement equity. C'est que bien sûr vous prenez des risques et vous risquez de tout perdre, mais par contre si ça marche bien et si ça marche très très bien, il n'y a pas de limite aux multiples de sorties que vous pouvez faire. Oui, et puis ça permet d'avoir un vrai plaisir de participer à des aventures entrepreneuriales et de voir des succès comme ça, notamment dans l'éducation. Enfin, je veux dire, sachant que le rôle, l'impact sociétal là est absolument énorme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez cette vision rare vraiment sur les États-Unis, sur l'Europe et sur l'Asie, avec des niveaux de maturité, j'imagine, très différents. Le niveau de maturité aux États-Unis de l'investissement, du capital investissement, doit être largement supérieur à celui de l'Europe et de l'Asie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est une des industries dans lesquelles les États-Unis sont quand même très clairement en avance sur le reste de la planète. Et d'ailleurs, c'est un de leurs produits d'exportation. Le modèle de capital développement et de capital à risque. Nous sommes investisseurs aux États-Unis, donc depuis la fin des années 70. Nous sommes investisseurs dans des fonds comme Sequoia par exemple depuis 30 ans, chez T Associates également. Et ce que nous avons vu et de côtoyer ces fonds en fait pendant toute ces périodes ont quand même été une source d'idées, une source de comment professionnaliser notre approche de l'investissement, parce que l'investissement est un marché extrêmement compétitif, et donc il faut être animé par des valeurs. Je crois que c'est une des choses qui nous caractérise, mais ça n'enlève pas à l'obligation d'exécuter le métier dans la rigueur de l'analyse, dans la rigueur de l'approche, de la manière la plus professionnelle possible. Et là, le contact avec des investisseurs américains et l'inspiration, en tout cas la source des bonnes idées qui s'y trouvent, a été un facteur assez important dans notre succès.
Ouais, donc une magnifique plateforme d'observation. Alors, on voit notamment ces fonds américains qui ont une puissance de frappe colossale. On voit même en Asie, on commence à voir à l'image de SoftBank des fonds qui ont des poches extrêmement pleines. Alors, qu'en est-il en Oui. Europe? En Europe, on sent, là, je crois que Euraseo vient de lever un fonds qui est très important, mais on sent quand même qu'on n'a pas encore cette puissance. Est-ce que c'est un problème? Vous-même, vous êtes capable d'investir en centaines de millions d'euros. Donc, est-ce que l'Europe a besoin de fonds plus puissants aujourd'hui, selon vous? Le métier de l'investissement est un métier qui se caractérise par toujours une surabondance de capital par rapport aux idées valables dans lesquelles on pourrait investir. Donc, je pense que le problème de l'Europe a été jusqu'à présent, et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, mais l'absence d'un écosystème, pas tellement de financiers, mais un écosystème d'entrepreneurs, un écosystème de hubs, d'endroits où les idées fourmillent, où les sociétés, où plein de sociétés voient le jour. Et bon, un certain nombre périclitent, mais un certain nombre d'autres continuent à grandir. Et ça, c'est en train de changer. Bon, il y a eu des succès il y a 10 ans comme Spotify, comme Klarna, par exemple. Et ça a quand même initié un mouvement de création de ces écosystèmes. Et alors l'écosystème attire le capital. Ça se passe dans ce sens-là. Donc il y a des fonds européens et Euraseo Croissance en est un qui sont levés pour adresser ce segment du marché. C'est un segment du marché sur lequel nous pouvons intervenir, mais nous voyons aussi qu'un certain nombre d'acteurs américains sont présents sur ces marchés. Summit, par exemple, General Atlantic, sont aussi présents en Europe pour adresser ça, et que l'on voit qu'autour de Londres, Berlin, Paris et les pays scandinaves, il y a ces hubs de sociétés dans la technologie qui sont en train de grandir. Ça, c'est une bonne chose pour l'Europe parce que je crois que ça apporte un dynamisme entrepreneurial, ça apporte toute la valeur qu'il y a d'avoir ces sociétés et qui permettent aussi de profiter du fait que l'Europe, in fine, reste une des très très grosses économies mondiales si on la considère dans son ensemble au niveau de l'Union européenne. Ouais, donc ça, c'est vraiment très important, cette notion d'écosystème. Un fonds ne peut réussir que s'il y a en amont tout un écosystème, des hubs, et ça va du mentorat, de démarrage des startups jusqu'aux différentes étapes pour arriver à avoir cette capacité à faire grossir ces licornes, ces scale-up entre guillemets. Donc et on voit effectivement c'est dans les derniers tours de table, les investisseurs américains de plus en plus présents sur ces gros tours de table européens. Donc ça, c'est Oui, vraiment, présent et un signe qui ne trompe pas, c'est quand vous avez des investisseurs américains, je pense par exemple à Lightspeed, qui est un des grands fonds de la Silicon Valley, qui depuis, je pense, 3 ans ont ouvert un bureau à Londres ouais. pour avoir des yeux et des oreilles sur ce qui se passe. Ça, c'est un signe que ces écosystèmes sont en train de se créer et avec une évolution culturelle qui va de pair, qui est le fait, et je pense que les jeunes générations, s'ils m'entendent parler, doivent se dire, ben, bien sûr, c'est évident. Pour les générations plus anciennes, ça l'est moins, mais le fait que finalement, l'échec est une occasion d'apprendre avant toute chose. Et donc, c'est pas grave de lancer quelque chose, de se planter, de recommencer le lendemain, qui est un des signes qui était une des signes très très culturels très importants dans la Silicon Valley. C'était quelqu'un qui avait 3 faillites derrière lui, était considéré avec respect en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a appris. Tandis qu'en Europe, il y avait toujours quand même encore des stigmates de l'échec. Ça, c'est en train de changer. Je pense que au point de vue culturel, au point de vue mentalité, c'est un ingrédient très très important. C'est de pouvoir oser se lancer en sachant que si on se plante, la seule chose qui est interdite, c'est de ne pas avoir appris. Ouais, donc c'est vraiment effectivement une différence culturelle majeure et c'est formidable d'entendre que c'est en train de se combler. Alors je rebondis sur quelque chose que vous disiez, qui est cette notion de surabondance de capitaux, d'où l'importance sur laquelle nous, harmonistes, évidemment, on est extrêmement sensibles, c'est de se différencier en tant que fonds d'investissement. Et effectivement, pour un entrepreneur, c'est pas toujours évident de voir les différences entre tel et tel fonds qui disent toujours un peu la même chose, hein, etc. Donc, comment vous avez réussi à créer cette très forte différenciation, mais est-ce que vous pouvez quelque part la résumer en quelques mots? Qu'est-ce que vous dites à un entrepreneur lorsque vous présentez Sofina?
c'est que nous disons, nous sommes intéressés à faire grandir la société et pas à réaliser un bel exit dans 18 mois, que nous sommes capables de l'accompagner dans la durée et si à un moment donné une sortie sur la bourse fait partie des scénarios, de l'accompagner dans ce moment-là aussi et de l'aider parce qu'on a l'expérience de ça. Nous sommes présents souvent sur tous les stades de développement d'une société et de l'accompagner dans tout ce qui est nécessaire de faire au niveau de la gouvernance, au niveau de la structuration, de l'alignement entre toutes les parties prenantes d'une société cotée également. Donc c'est cette notion d'avoir un partenaire pour la durée. Alors c'est une belle promesse. Et c'est celle qu'on fait aux entrepreneurs. C'est pas moi qui vais devoir la tenir, ça va être nos intervenants, ça va être donc les membres de notre équipe. Et donc, ça veut dire que la nécessité d'avoir une gestion de l'équipe, d'avoir un esprit d'équipe, une animation de l'équipe qui soit en ligne avec ses valeurs, en ligne avec la promesse qu'on veut faire aux entrepreneurs qui accepteraient qui prendraient notre capital, celle-là est très très importante. Donc là-dessus, il y a toute une dimension sur la culture interne de l'entreprise et sur la gestion de notre équipe d'investissement. Oui, c'est ça qui m'avait aussi impressionné. Edouard m'avait montré effectivement votre Blue Book. Vous avez une sorte de culture code interne dans laquelle vous avez formalisé, vous avez mis par écrit en fait cette culture interne. Alors pourquoi avoir ressenti ce besoin de faire un Blue Book? D'avoir un point de référence et un point de se souvenir. Je crois que un Blue Book, c'est une charte. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a la moindre discussion, on doit aller voir ce que la page 15, troisième alinéa, nous dit quoi faire dans telle situation. Donc le but n'est pas d'être prescriptif. Et d'ailleurs, à la Sofina, on n'est pas des grands fans des règles dans tous les sens. On est plutôt des fans d'avoir quelques principes bien clairs, bien compris de tout le monde, que les gens peuvent utiliser alors pour savoir comment traiter une situation ou l'autre. Et c'était ces quelques principes qu'on trouvait que c'était utile de les mettre sur papier. Et ça là, je parle à des spécialistes de la chose avec vous, mais le process de comment on l'a fait, donc des multiples itérations, d'un petit groupe de travail qui réfléchit, qui essaie de mettre les choses par écrit, qui le partage avec les principaux dirigeants de la société, partager ensuite avec l'ensemble des collaborateurs, recueillir tous les feedbacks, rediscuter les points les points difficiles, les points contentieux, etc., pour arriver aux versions finales, etc. Tout ce chemin a été super important et qui venait aussi sur une interrogation de la société. On avait eu il y a 6 ans un off-site et la société à ce moment-là grandissait beaucoup et que on ne s'était jamais vraiment posé la question du qui fait quoi quand on n'était pas beaucoup. Les choses se faisaient. Et il y a une interrogation vis-à-vis du comité exécutif de l'ensemble des collaborateurs qui disaient, écoutez, la société grandit, qui est en charge de quoi? Dites-nous. Et on a eu tous les membres du comité exécutif et moi on a eu le réflexe en disant non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. On ne va pas vous dire qui est en charge de quoi. La question c'est qui prend en charge de quoi. Et donc, vous avez tous des compétences, vous avez tous des spécialisations, des intelligences, une expérience, etc. Et la règle du jeu, c'est qu'on s'attend à ce que vous preniez charge. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une balle qui passe, vous pensez que vous êtes la meilleure personne pour la prendre, eh bien, allez-y. Et d'ailleurs, c'est non seulement vous, mais vous peut-être en équipe. Donc, un problème se pose, une opportunité se présente, vous la voyez, vous la prenez. Vous vous entourez des conseils, et vous entourez de l'équipe qu'il faut pour saisir cette balle-là. Vous venez nous dire ce que vous faites et vous avancez. Et quand on a eu ce modèle-là, on s'est rendu compte que pour pouvoir fonctionner comme ça, il était important aussi de définir alors les principes. Les valeurs de pourquoi est-ce qu'on allait faire comme ça. Et c'est comme ça que le Blue Book est né. On s'est dit, alors ça vaut peut-être la peine de mettre tout ça par écrit. Tout ce que je viens d'expliquer et d'identifier quelques valeurs fortes qui nous animent et qui vont nous diriger en fait de comment on traite les choses. Donc volonté d'autonomie des collaborateurs, d'accountability, que les collaborateurs soient responsables, volonté aussi de bien expliquer un petit peu, j'imagine, l'origine et puis les bases de l'organisation
de la Sofina. Donc c'est vraiment pour nous à Harmonis, effectivement, on est des experts de ça et on trouve que c'est important. Et je rebondis sur ce que vous disiez, parce que le chemin à parcourir, c'est le fait de le faire ensemble avec l'ensemble des équipes, d'y réfléchir, de se poser les questions, comment on fait les choses ici. Ce chemin est aussi, voire plus important effectivement que le produit fini qui est le culture code, qui doit lui-même évoluer. Et donc ça vous a amené, j'imagine, à faire, je crois, de faire des choses un petit peu différemment en interne, chez Sofina. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses que vous faites qui sont votre façon de faire, qui sont un petit peu originales ou singulières par rapport aux autres investisseurs? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a deux choses où quand j'en parle, on me dit ah tiens, ça c'est intéressant, et de temps en temps il y a des hochements peut-être dubitatifs. Mais le premier, c'est au niveau de la prise de décision et le processus de sélection des investissements. Quand il y a un deal team qui se forme parce qu'il y a une opportunité sur le marché dans un des secteurs où on a développé une certaine connaissance, ben le deal team est responsable de mettre ensemble, de décider en fait à l'intérieur des différents groupes de secteurs de passer du temps sur une opportunité et de la présenter au comité d'investissement. Et le comité d'investissement, en fait, c'est l'ensemble des investisseurs. Donc on est aujourd'hui une petite trentaine de personnes, et la première note est partagée avec tout le monde. Et on demande aux gens de lire la note en amont de la réunion, et surtout de voter sur la note, de savoir est-ce qu'ils sont d'accord de passer du temps ou pas là-dessus. Et tout le monde vote, y compris les stagiaires. On veut ainsi donner aux gens l'expérience de ce que ça veut dire de se dire tiens, si c'était moi qui décidais tout seul, qu'est-ce que je ferais? Donc de permettre vraiment aux gens de s'ancrer. Ça donne un bon incitant à lire la note. Et on fait participer alors bien sûr c'est une conversation à 30 personnes, donc c'est une conversation qui est un peu plus structuré et moins un brainstorm que quand on était 15 autour de la table, mais il reste une discussion ouverte sur les points forts et les points faibles de l'investissement. Ce qui nous permet, alors ça permet deux choses. La première, c'est que si à la sortie de ça, on n'a pas sur une très très belle liste de toutes les questions de due deal qu'on pourrait avoir à la fois sur le marché, sur la configuration de la transaction, sur tous les impacts, par exemple les impacts ESG qui pourraient se poser, qui vont nous donner matière à travailler dans la phase suivante, donc dans la diligence. Bon, ben c'est que si on n'a pas ça, c'est que quelque part on s'est trompé, ou qu'on n'a pas les bonnes personnes autour de la table. Et la deuxième chose, c'est que ça permet des gens très jeunes de prendre la parole dans un grand groupe sur un sujet quand même business relativement compliqué, de dire on a l'opportunité de participer à un tour de financement ou de faire un investissement dans telle ou telle société, et d'avoir une opinion forte. Oui, il faut le faire, oui, il faut continuer le travail, ou non, on s'arrête tout de suite. Et les jeunes doivent prendre cette position sans savoir dans quel sens les seniors sont en train de décider. Et là, je pense que c'est une très belle optique de formation. Et le deuxième point où je pense qu'on fait les choses peut-être un peu différemment, c'est justement dans la formation. Toute cette culture d'entreprise que je vous ai décrite et que vous avez aussi reprise, en fait, fonctionne à partir du moment où l'équipe elle-même en devient le vecteur. Et ça veut dire que nous devons aussi avoir une relation et une réflexion sur l'alignement entre la Sofina en tant qu'institution, mais aussi tous les membres de l'équipe qui sont des professionnels de l'investissement, qui travaillent chez nous parce qu'ils s'y retrouvent à la fois au niveau du package, mais aussi et principalement au niveau des valeurs de la culture, du cadre de travail, etc., mais qui ont et qui auront d'autres opportunités. Et là, nous avons vraiment un principe, c'est de dire, nous sommes les actionnaires minoritaires de votre carrière, donc vous êtes l'actionnaire minoritaire, c'est votre responsabilité, mais nous serons là pour vous aider à vous développer. Et ça veut dire, par exemple, qu'en moyenne, tous nos investisseurs peuvent compter sur au moins une fois par an d'assister quelque part à une ou plusieurs formations à l'intérieur ou à l'extérieur, d'avoir aussi des mentors à l'intérieur de la société, d'avoir du coaching si besoin est sur certains aspects de leur développement. Et nous passons beaucoup de temps à les développer en tant que personnes,
en sachant bien que ce développement pourrait les amener dans des directions qui ne sont plus alignées avec celle de la Sofina et qui peut-être qu'ils décideront de faire autre chose, de voler de leurs propres ailes, de partir ailleurs. Et nous on se dit, si c'est pas trop grave, à partir du moment où de nouveau on fait tout ce qu'on peut pour aider les gens à se développer le mieux possible, ça veut dire que à la fin de la journée, les gens qui seront dans l'équipe seront la meilleure équipe possible, dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir fonctionner. Et comme l'investissement, vous parlez de la surabondance de capital, est un marché extrêmement compétitif, eh bien vous devez vous assurer que l'équipe qui porte le message de la Sofina, qui interagit avec les entrepreneurs, avec des fondateurs, avec d'autres fonds d'investissement, soit effectivement les meilleurs possibles, dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment cet alignement dont on parlait tant vis-à-vis des participations, des dirigeants, mais aussi cet alignement à l'interne dans l'équipe pour créer un phénomène collectif et puis voilà et d'être sûr que la culture de Sofina soit bien véhiculée à travers le suivi des participations. Voilà, c'est l'un des points centraux et je pense que c'est effectivement un point extrêmement fort, c'est cette vigilance par rapport à ça, vraiment un point important. Alors il y a aussi, je rebondis sur un autre sujet qui est cette notion de ESG dont vous avez un peu parlé, cette notion d'impact. Oui. On sent que dès le départ, depuis ces notions de partie prenante, ces notions de ESG, et on sent que vous avez une conscience autour de ça, mais on voit un formidable élan se créer autour des fonds ESG. Je parle des fonds cotés, voilà. Alors que le private equity, on est encore un peu loin en fait. C'est vrai que tout ce qui est en train de se passer avec les fonds ISR, l'investissement socialement responsable sur le côté, est-ce que vous pensez que ça va se déverser aussi ces bonnes pratiques au niveau du private equity? Je pense que ça va venir au niveau du private equity également. Notre analyse sur ce sujet, c'est que c'est un phénomène de société. Je pense que la pandémie n'a fait les conséquences de la pandémie n'a fait qu'accélérer cette chose-là. C'est de se dire qu'aujourd'hui, à terme, la création de valeur durable doit passer par une démonstration par les acteurs économiques de l'impact positif qu'ils ont sur la société, en général sur l'ensemble des parties prenantes. Donc ce n'est pas profit ou impact, c'est le profit et la nécessaire condition pour attirer l'investissement, mais le droit d'exister va dépendre de la capacité des sociétés à démontrer qu'elles sont utiles à la société. C'était le fondateur d'Airbnb qui disait en fait, tout le ESG se résume à dire, il faut que la société, que la communauté, les communautés où vous opérez soient heureux que vous existiez et aient envie que vous existiez. Et si vous arrivez à ça, vous aurez le droit d'exister. Et je regarde en tant qu'investisseur et acteur du monde économique, vous aurez aussi l'occasion de créer de la valeur. Donc les deux se rencontrent. Ça, c'est une évolution qui s'est ces dernières années accélérée de manière assez incroyable. Je vous disais au début, la famille qui exigeait de nous que la manière dont nous investissions la rende fière d'être actionnaire. Je veux dire, au départ, quand ces idées ont circulé il y a un peu moins de 10 ans, ça voulait dire que, pour caricaturer, oui, on n'allait pas créer de la valeur en shortant de la dette argentine, par exemple. C'était à un moment donné un sport qui était à la mode. Pour ça, c'était des choses qu'on s'interdisait de faire parce que on n'allait pas, même si ça marchait, on n'allait pas être super fier. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré que ça. C'est bien sûr un certain nombre d'industries où on évite d'être là parce que justement l'impact sociétal est discutable, mais c'est renversé en fait. C'est de dire quelles sont les industries, quels sont les business models qui ont un impact sociétal qui soit positif. Et ça nécessite énormément de travail pour pouvoir quantifier ça, parce qu'il faut bien sûr passer de la discussion de coin de table, de dire tel ou tel modèle est une bonne chose ou une mauvaise chose. Il faut faire l'analyse, il faut regarder des éléments de matérialité, il faut regarder toute une analyse quand même assez complexe, et donc on est en train de se former, de former nos équipes pour pouvoir le faire. Et là, c'est aussi quelque chose où on apporte de la valeur au sein des sociétés où nous investissons. Nous sommes dans un exemple récent, une société où on est en train de conclure l'investissement, et on trouvait qu'il y avait au niveau ESG, il y avait à boire et à manger, il y avait des choses à faire. Et en discussion avec l'entrepreneur, ils ont dit qu'ils en étaient tout à fait conscients et qu'ils savaient pas très bien par quel bout le prendre. Et donc on s'est rédigé un petit plan de bataille
pour dire, écoutez, sur les 18 à 36 mois prochains, voilà ce que ça voudrait dire si on voulait vraiment apporter une démarche ESG à la société. Et la discussion avec son entrepreneur était très très positive, parce qu'il disait, écoutez, maintenant on sait par quel bout le prendre, on va discuter, on n'est pas d'accord sur la vitesse d'exécution, sur jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans les détails, mais sur les principes, d'avoir une approche, disons, une approche totale sur toutes les dimensions ESG d'une société. Donc ça ne se limite pas simplement à calculer son empreinte carbone et à dire tiens, je vais faire moins 10% tous les ans. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et de pouvoir les aider à faire cette démarche devient aussi alors un facteur, je pense, de différenciation et en tout cas quelque chose où le monde du private equity et le monde des sociétés est très fort à l'écoute parce qu'on sent que ça bouge à toute vitesse. Oui, et puis ça va être intégré fondamentalement au business model et ça va créer à long terme la création de valeur et quelque part pérenniser la société. Mais est-ce que cette je dirais cet intérêt pour le ESG, pour ces notions d'impact qui sont très fortes en Europe, on le voit notamment en France et de plus en plus prégnant, est-ce que vous constatez le même intérêt aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord et en Asie? Est-ce qu'il y a des degrés différents? À différentes vitesses, je dirais, et différentes manières. Il ne faut pas se leurrer au niveau des actionnaires, au niveau des grands institutionnels asiatiques, alors qui investissent dans des sociétés en bourse. Donc des investisseurs institutionnels, c'est très très haut sur la liste de priorités. Je pense aux États-Unis également, c'est plus lent. C'est plus lent. Dans la culture business américaine, il y a une culture assez formaliste. Donc on est encore au niveau du contrôle de risque, de l'approche de contrôle de risque, plus moins que de la saisie d'opportunités. Mais ça va venir. Ça va venir parce que et alors là, ça va être pour le coup poussé par les pourvoyeurs de capitaux, donc les grands institutionnels, les fonds de pension, les sociétés d'assurance, etc., ont eux-mêmes des exigences et des mandats très très clairs dans leur gouvernance. Donc c'est en train d'être il y a une demande de la société, il y a au niveau des pourvoyeurs de capitaux, des agrégateurs de capitaux, comme des gens comme BlackRock par exemple, mais également comme toute une série de fonds de pension, une volonté d'aller dans ce sens-là. Et donc, les sociétés qui reçoivent des capitaux, ils sont pris entre, d'un côté, les exigences sociétales, et de l'autre côté, leurs pourvoyeurs de capitaux qui disent vous devez démontrer votre valeur sociétale. Donc ça va arriver, ça va arriver peut-être, ça va toujours par à-coup, hein. À un moment donné, ça stagne, ça ne bouge plus beaucoup, et puis soudainement, on a une brutale accélération comme celle qu'on a connue depuis la crise. Peut-être que ça va nécessiter d'être digéré, mais notre conviction, c'est qu'au niveau global, sur les 10 années à venir, ça va être une des tendances lourdes les plus importantes. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une tendance qu'on voit apparaître. On voit certains fonds, certains investisseurs, donc plutôt private equity, se coter en bourse, notamment à Londres. Il y a quelques cotations là, récentes. Vous êtes coté à Bruxelles depuis très longtemps, je crois. Vous faites même partie du BEL 20, donc les 20 plus belles entreprises cotées à Bruxelles, avec un très beau parcours boursier. Et moi, je trouve que derrière ça, c'est formidable parce que vous permettez aux petits porteurs d'avoir accès à des opportunités exceptionnelles, d'avoir un portefeuille diversifié, un portefeuille aux États-Unis, en Asie, à la fois sur des grosses des sociétés de croissance. Donc pourquoi ce choix de la bourse et pourquoi l'avez-vous fait? Est-ce que vous en êtes content d'ailleurs? Alors le choix de la bourse, en fait, pour être tout à fait franc, nous ne l'avons pas fait. La société Sofina existe depuis la fin du 19e siècle. Elle existait avant que ma famille y investisse. Donc elle a toujours été en bourse, et c'est à travers le temps que l'actionnaire de contrôle principal, donc ma famille, a pris la position majoritaire qu'elle a au capital. Donc la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas, on ne se l'est jamais posé. C'était une donnée de base. Mais reprenant votre commentaire sur l'accès à des opportunités que nos actionnaires n'ont pas, en effet, et en fait la composition de l'actionnariat de la Sofina est également alignée avec la stratégie dans le sens où
sur la partie qui n'est pas contrôlée à la famille, donc sur le free float, en fait, la grande majorité de cette partie-là de l'actionnariat, donc c'est quand même 45% de la capitalisation, est détenue par des investisseurs particuliers, donc du retail, très souvent belges, local, qui se disent on investit à côté de la famille, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, et c'est l'accès à des opportunités que nous n'avons pas en direct. Donc, et ça c'est un excellent actionnariat, très aligné avec nous. Donc il y a un alignement supplémentaire de ce côté-là. Oui, et puis participer à des fonds de capital investissement dans des conditions pareilles, c'est toujours intéressant, et de pouvoir l'avoir en tant que particulier, c'est vraiment une chance, quoi, une opportunité. Alors moi, on arrive à la fin de cette interview. Je suis ravi d'avoir mieux découvert Sofina grâce à vous. Il y a une question que les dirigeants, nous on côtoie en tant qu'harmonistes, qui se posent souvent avant de faire une opération financière, c'est comment choisir leur investisseur. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour un dirigeant, c'est pas facile de choisir le type d'investisseur. Alors quel message vous auriez auprès des dirigeants vous leur diriez quoi en disant attention, un dirigeant qui hésiterait entre plusieurs investisseurs, c'est quoi pour vous les critères qui sont importants dans le choix de son investisseur? Si j'étais dirigeant d'entreprise, je penserais vraiment de grill, de poser des questions assez précises à l'investisseur potentiel sur qu'est-ce que vous faites quand ça se passe pas bien. Parce que nous savons tous qu'une aventure entrepreneuriale, c'est une aventure où il y a plus de journées difficiles que de journées faciles. Et que on passe outre les difficultés à partir du moment où on est bien entouré, on a tous les talents et les compétences autour de soi, y compris celles de nos investisseurs. Et je pense que de vraiment poser des questions très précises là-dessus, de demander des exemples en disant mais tiens, donnez-moi l'exemple de qu'est-ce que vous avez fait, parce que les investisseurs parlent très très facilement de toutes les sociétés dans leur portefeuille qui ont très bien réussi, et bien sûr la victoire a beaucoup de parents, dans s'en attribuer le mérite. Eh bien, c'est de poser des questions à contrario, c'est de dire, ok, dans votre portefeuille, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et qu'est-ce que vous avez fait? Vous, en tant qu'investisseur, pour aider la société, ou de temps en temps, est-ce qu'il y a des sociétés où ça n'allait pas bien, vous les avez laissées tomber parce que X, Y, Z? Et c'est poser ces questions-là, je pense, qui vont être assez révélatrices. Je pense qu'un investisseur est quelqu'un qu'on a besoin, bien sûr, pour aider au succès, pour aider à réfléchir. On en a énormément besoin quand les choses sont plus difficiles, et elles sont souvent plus difficiles. Et leur variation sur le thème, de dire dans vos participations quels sont les grands moments stratégiques qui ont dû être pris, et quelle a été votre position. Et de demander, de tant que faire se peut, d'avoir des exemples précis. Ça, ce serait peut-être un conseil vu d'ici, qui me semblerait utile pour des entrepreneurs. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Vraiment, c'était un vrai plaisir. Moi, ce que j'ai adoré, c'est de pouvoir présenter un investisseur qui est un peu différent des fonds d'investissement classiques qui ont une durée de 10 ans, qui sont là pour investir et faire la meilleure return. Là, on sent à travers Sofina qu'il est possible d'avoir une très très belle, un très beau fonds d'investissement qui a énormément grossi, puisque ça dépasse aujourd'hui 10 milliards de capitalisation boursière, je crois 13 milliards de capitalisation boursière, en privilégiant l'intérêt social de l'entreprise, sur, comme vous l'avez dit, l'intérêt particulier de l'investisseur, en veillant à l'alignement. L'alignement, on l'a vu à tous les niveaux, l'alignement avec les participations, l'alignement en interne, l'alignement avec les actionnaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel nous, harmonistes, on est extrêmement sensible pour le succès des entreprises. Et puis cette dynamique familiale, ces valeurs familiales qui ont aussi qui ressurgissent dans votre façon d'investir, avec une relation, j'ai l'impression extrêmement forte et extrêmement proche avec les dirigeants, et ce qui permet de passer les moments difficiles. Et voilà. Et puis cette notion de patience que je trouve très antinomique avec les fonds d'investissement, mais qui est on sent chez vous foncièrement à la base de la création de valeur et de la diversification du risque. Et puis dans la manière de faire, dans la manière de se comporter, je trouve voilà, on peut investir avec de la manière, avec des valeurs. Et je crois que Sofina en est un très bon exemple. Donc si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le transmettre, à le forwarder comme on dit. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir, Harold. Merci. Au revoir.